content de voir que vous êtes venus aussi nombreux pour écouter la conférence du professeur François Gros, qui a été directeur de l'Institut Pasteur, qui est un des, comme il est modeste, je suis sûr qu'il ne le dira pas, une des personnes au monde, une des premières personnes au monde à avoir découvert les ARN et les ARN messagers en particulier. Et donc, vous voyez que vous avez devant vous quelqu'un qui a participé à la découverte d'éléments qu'on apprend maintenant au lycée. Et donc, c'est un grand honneur pour moi d'accueillir François Gros qui va venir nous faire une conférence aussi importante. Mais avant de lui laisser la parole, je vais laisser la parole à Jean-Luc Dumas, qui est le directeur de l'UFR SMBH, qui comprend en son sein la fac de médecine, une fac de STAPS, une fac de biologie et des sciences de l'homme et de la société. Vous voyez que c'est un panel tout à fait complet que Jean-Luc a l'honneur de diriger, et je lui laisse la parole. Merci, cher président. Merci beaucoup à vous, monsieur, de votre présence dans ces murs. On en est très heureux, on en est également très honoré, sachez-le. Effectivement, cette institution a pour mission la recherche, également l'enseignement, la formation, l'éducation des plus jeunes. Et par votre présence aujourd'hui, c'est un très vif encouragement que vous nous donnez à tous. Je remercie mes collègues qui sont ici présents, et sachez que cet encouragement dans nos missions personnelles, ces missions collectives, et celles pour lesquelles j'essaie de contribuer en dirigeant cet ensemble, ces encouragements sont partagés dans leur réception avec tous mes collègues qui sont ici. Je voudrais également remercier l'ensemble des étudiantes, des étudiants ici présents qui consacrent leur temps pour venir profiter un petit peu de cette parole de l'université. Alors c'est une parole qui a une vocation assez universelle, qui permet de nous placer tous ensemble dans une certaine dimension. Et monsieur, vous allez nous permettre justement de retrouver, à travers des connaissances de biologie fondamentale, de prospective sur l'homme, certains éléments de cette dimension qu'on souhaite partager, et notamment avec les plus jeunes. Alors dans cette maison, qui je l'espère un jour vous accueillera pour vous, les plus jeunes, sachez que la thématique centrale, c'est la santé. Mais la santé, eh bien, il y a des déterminants, il y a le sport. Eh bien, ici, également, on enseigne le sport, on enseigne également des formations pour devenir enseignant en sport. On en est très fiers. Et sur le même modèle, il y a de la biologie, les sciences du vivant, la physique, la chimie. Il y a également les sciences humaines, des sciences sociales, des sciences économiques, du droit. Donc, vous voyez que on s'intéresse à beaucoup de choses autour de la santé. Et puis, il y a également ce qu'on peut appeler une faculté de médecine. Et notre travail ici, avec les étudiants, c'est de partager. Partager les formations, partager autour des formations ce qui soutient la formation, c'est-à-dire la recherche, et montrer comment, en faisant de la recherche, on s'interroge sur nos pratiques et on produit du savoir que l'on transmet. Voilà, je vous remercie donc de votre présence, et l'illustration que vous allez avoir aujourd'hui vous permettra d'avoir en vous-même une forte et une grande motivation pour nous rejoindre au plus vite dans la suite de votre cursus scolaire et universitaire. J'espère que, Monsieur le Président, tu partages tous ces éléments d'analyse. Monsieur Gros, j'ai l'honneur de vous laisser la parole. Bien, Monsieur le Président, le président de la conférence des présidents, d'abord, de l'université, et président de Paris 13, Monsieur le directeur du SMBH, dont les paroles me touchent beaucoup, Messieurs les professeurs, chers amis, mesdames, messieurs, d'abord bonjour. Et je vais essayer donc, au cours d'une petite heure, de vous parler donc de biologie. La biologie, d'abord, c'est une science très ancienne,
Évidemment, sans doute, puisqu'elle est liée aux premières réflexions des philosophes, surtout anciens, les philosophes grecs notamment, sur les propriétés de la nature, de l'univers. Évidemment, l'homme, quand il s'est retrouvé au sein de cet univers, n'a pas pu ne pas se poser des questions, et en particulier la nature du monde vivant. Et nous allons voir que entre cette première prise de conscience de cette nature extrêmement diversifiée, ondoyante et diverse, comme l'a dit le poète, eh bien, sur cette nature, il y a eu des progrès absolument prodigieux en biologie depuis le milieu du XIXe siècle, le XXe surtout, avec la biologie moléculaire, et puis le début, vous verrez surtout le début du présent millénaire, car curieusement, on a fait des découvertes sensationnelles depuis le début de l'année 2000, dirais-je. C'est ce que nous allons voir. Alors, l'importance de la biologie et, je dirais, son actualité, ses conséquences culturelles et surtout ses applications demeurent très, très importantes, très grandes aujourd'hui. Parce qu'elle offre même des débouchés nombreux, parce qu'elle a une intrication avec de très nombreuses activités. Évidemment, là, c'est un lieu commun, mais elle est liée de très près à la médecine, mais nous verrons qu'il s'agit d'une médecine un peu particulière, médecine aujourd'hui dite prédictive, parfois thérapie génique, nous le verrons. Elle est liée à la pharmacologie, bien entendu, elle est liée à l'agronomie, à la recherche de nouvelles sources d'énergie, à la connaissance de l'environnement avant tout et à la protection de cet environnement, et donc à la connaissance de la biodiversité et à l'exploration des fonctions physiologiques les plus complexes, en particulier celles du cerveau, qui bénéficient aujourd'hui, comme vous le savez presque toutes et tous, des nouveaux systèmes d'examen par imagerie en IRM. Elle est liée alors, et ça c'est le très vieux pastorien qui parle, elle est liée aussi à la lutte contre les maladies infectieuses que l'on pensait éradiquer il y a peu et qui en fait ont ressurgi avec la récente épidémie d'Ebola qui est terrible et qui a décimé déjà beaucoup de monde. Donc tout ceci, la biologie est à l'avant-garde de cela et donc il est important de savoir un petit peu comment au cours du temps, la pensée de l'homme sur ces questions a évolué. Donc mon propos sera surtout de survoler certains des grands courants qui ont traversé justement son histoire et d'évoquer certaines des grandes tendances actuelles. Voilà, merci. Très bien. Eh bien, je vais peut-être me mettre ici, puis si jamais il y a des choses à commenter. Voilà. Bien, sans m'étendre beaucoup sur la pensée des grands anciens, c'est-à-dire avant, disons, 500 ans avant notre ère, pour qui d'ailleurs la nature ne faisait pas tellement la différence entre la nature physique et la nature biologique, ce qui en soi déjà était une prémonition intéressante. Pour eux, tout était un mélange des 4 éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu, dans des combinaisons variées, avec un peu d'action du soleil, en général au bord de la mer, pour faire naître en quelque sorte le vivant. Ben, je n'insiste pas là-dessus, mais les premières, en quelque sorte, les premières visions réellement scientifiques sont nées du travail de celui qu'on a appelé le prince des philosophes, à savoir Aristote, qui était en fait le premier des naturalistes dans l'histoire, puisqu'il a pu identifier autour de lui et recenser près de 500 espèces, surtout des espèces animales, vertébrés, mollusques, insectes, etc. Et Aristote a eu le grand mérite d'essayer de définir, nous y reviendrons d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par le vivant. Et pour lui, le vivant, chose remarquable, mais à attendre d'un philosophe, c'est d'abord l'aspiration à l'harmonie.
Et l'aspiration à l'harmonie, la tendance à la perfection vont l'amener à établir une sorte de gradation parmi les êtres vivants, une gradation d'échelle. Alors, au bas de la gradation, on ne connaissait pas encore les microbes, Pasteur n'était pas encore passé par là, mais il y avait les plantes. Et pour lui, ce qui caractérise le vivant aussi, c'est la mobilité. Les plantes ne bougent pas, donc elles sont inférieures aux animaux qui peuvent se mouvoir. Et puis parmi les animaux, il y en a qui sont plus, disons, peut-être auxquels il était plus sensible. Enfin, il a fait donc un certain classement en mettant bien entendu l'homme au sommet de la pyramide. Donc c'est un classement en fonction de ce qu'on appellerait un système perfectionniste. Alors tout ça a perduré assez longtemps, puisque ça a commencé en moins 380 avant notre ère, et on a voulu se démarquer en quelque sorte de cette classification un peu métaphysique, et c'est là où on a recherché au XVIe siècle, ce sont les travaux de biologistes comme Gessner, etc., qui se sont dit, mais on ne peut pas continuer à classer les organismes vivants comme ça, il faut trouver tout de même un mode, une clé de classificatrice, et ils ne l'ont pas trouvé, donc ils ont imaginé de classer les êtres vivants qu'ils connaissaient par ordre alphabétique. Alors évidemment, ça n'est pas très générateur de progrès. Mais ensuite, le premier réellement à avoir, disons, eu un abord scientifique des espèces, c'est probablement le biologiste italien Cesalpino, Césalpin en français, qui a introduit justement des critères liés à l'interfécondité des plantes notamment. C'est lui qui a découvert l'appareil sexuel des végétaux, et il a également commencé des comparaisons fondées sur la morphologie. Un biologiste français à cheval entre le XVIIe et le XVIIIe, qui a un nom un peu compliqué, Python de Tournefort, il a lui-même pressenti qu'il fallait établir une sorte de hiérarchie à nouveau. Mais c'est surtout Carl von Linné, le nom à retenir, qui était à la fois botaniste et médecin du roi de Suède, et qui, en fait, s'est livré à un travail absolument considérable pour l'époque. Il y avait déjà des milliers d'espèces connues, et il a essayé de les classer selon justement des ordres hiérarchiques, c'est-à-dire les espèces, certes, tout le monde, évidemment, avait un sentiment de ce que cela représentait, mais aussi les genres, les familles, les règnes, les ordres, etc. Aujourd'hui, de son temps et encore aujourd'hui, tous les êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, sont déterminés selon cette classification binomiale avec le genre et l'espèce, en général en latin. Alors, évidemment, tout ceci a donné naissance aux flores de botanique et à tous les manuels que l'on connaît. Et c'est probablement pourquoi, d'ailleurs, Bernard et Antoine Laurent Jussieu, qui travaillaient au Jardin du Roi, donc au XVIIe siècle, n'appréciaient pas tellement cette classification. Ils la trouvaient, disons, assez dogmatique et plutôt figée, parce qu'elle ne tenait pas compte, en quelque sorte, de ce qu'on appellerait aujourd'hui les propriétés écologiques des végétaux et des animaux, c'est-à-dire leur distribution géographique et en même temps leurs affinités. Alors, je ne sais pas si ça marche, on va voir, mais voilà. Alors, je m'excuse, cette projection est en anglais, mais je sais que vous êtes très fort dans toutes les langues. Bon, alors, je ne peux pas... Bon, je crois... Ah si, la flèche marche de temps en temps, mais pas... Voilà, très bien, ça n'appuie pas assez fort. Donc, on retrouve ici les Jussieu, et ce que je viens de dire, on arrive ici à Cuvier, qui était professeur au Muséum national d'histoire naturelle. C'était le grand monsieur là, de la fin du XVIIIe et début du XIXe surtout, qui, en fait, on va le voir, était un esprit à la fois brillant et un peu conservateur, si j'ose dire, et qui était assez acquis aux idées des Jussieu, et qui pensait qu'en effet, la classification linéenne, c'est très bien, c'est commode, mais ça ne dit pas grand-chose sur les relations entre les êtres vivants.
Or, c'est lui le premier à avoir découvert les fossiles animaux. Et ce qui est très intéressant et très curieux, il aurait pu, à partir de là, se dire qu'après tout, les êtres vivants avaient évolué, puisqu'il avait trouvé des fossiles d'animaux, de vertébrés. Et pourtant, on le verra, c'était un esprit assez fixiste, si j'ose dire. Il a pour autant décrit les premiers embranchements, vertébrés, arthropodes, mollusques, éradiés, etc. Son copain, si je puis dire, Geoffroy Saint-Hilaire, qui l'avait précédé au muséum et qui l'avait d'ailleurs fait rentrer, était quelqu'un de très brillant. C'était un des plus grands naturalistes de l'époque qui a utilisé des comparaisons anatomiques. C'est lui qui a découvert ce qu'on appelle les plans d'organisation. C'est qu'en fonction d'un morceau des membres, par exemple, on peut reconstituer complètement, et le muséum évidemment s'en est emparé, la morphologie complète d'un individu. Alors, je ne parlerai pas tout de suite des évolutionnistes, de Lamarck et Darwin, j'y reviendrai dans un moment. Romer est évidemment beaucoup plus près de nous, puisqu'il est mort il est mort en 73. Voilà, il est mort en 1973. Et c'est quelqu'un qui, évidemment, a beaucoup introduit les notions de phylogénie, de phylogénèse et de généalogie. Avant de quitter cette projection, il faut que vous sachiez que la classification des êtres vivants aujourd'hui repose sur une nomenclature qui a été introduite par un biologiste danois qui s'appelait Willy Hennig, qui est mort, comme vous le voyez, en 1976, qui a introduit ce qu'on appelle le cladisme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un clade? Un clade, c'est tout simplement un groupe d'organismes qui dépendent du dernier ancêtre commun. Vous imaginez qu'au cours de l'évolution, il y a eu des ancêtres successifs avec beaucoup d'embranchements, mais l'ancêtre le plus récent a donné lieu, par exemple, à, disons, une dizaine d'espèces. Eh bien, un clade, c'est l'ensemble de ces organismes dépendant de ce dernier ancêtre. Alors, la question qui s'est posée, évidemment, devant le foisonnement de la biodiversité, déjà chez les anciens, mais surtout à partir du 19e, à la fin du 18e siècle, c'était comment expliquer qu'il y ait tant d'animaux, de végétaux, à la fois sur la Terre, dans les airs, avec les oiseaux, dans les océans, etc. Et pendant longtemps, et jusqu'à Cuvier y compris, l'idée a été essentiellement, en quelque sorte, inspirée des principes religieux. On a dit que les espèces connues à l'époque avaient été les mêmes dès le début, puisqu'elles avaient été, en quelque sorte, fabriquées par le Créateur, par le divin. Et c'est intéressant de penser que Cuvier, qui avait découvert des fossiles, n'est pas justement réfléchi à la manière dont ces organismes avaient pu évoluer. Alors, il s'en est en quelque sorte tiré, si j'ose dire un peu vulgairement, en évoquant ce qu'il a appelé le catastrophisme. C'est-à-dire qu'il a dit qu'au cours des siècles, le Créateur, le divin, sans doute mécontent de ce qu'il avait créé ou bien du comportement de certains animaux qui mangeaient les autres, de l'homme aussi, a tout démoli et il a reconstitué une biodiversité nouvelle. Il y a eu des catastrophes successives. Donc, c'est ce qu'il a dit. Alors, il y a eu tout de même des gens, au fin du XVIIIe, comme le mathématicien Maupertuis, qui était vraiment un génie. Cet homme, non seulement a mesuré, si vous voulez, l'aplatissement des pôles, comme on le lui avait demandé, mais c'était un mathématicien extraordinaire. Il a eu deux intuitions. D'abord que les espèces de l'époque avaient sans doute été le résultat d'évolution, de transformation. Le mot évolution n'existait pas encore vraiment. Et puis, il a eu une intuition encore beaucoup plus importante. Il a réfléchi que la transmission des caractères, la transmission héréditaire, si vous voulez, des propriétés héréditaires des êtres vivants, faisait appel à des transmissions par des particules, donc une transmission particulière.
on voit tout de suite que c'est une sorte de prémonition des gènes. Donc évidemment, on va beaucoup parler. Mais j'en arrive évidemment aux deux grandes figures. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais je ne peux pas tout dire, des théories évolutionnistes, à savoir Lamarck et Charles Darwin, et évidemment Wallace aussi. Darwin, qui a été le protagoniste de ce qu'on a appelé le transformisme. Qu'est-ce que c'est que le transformisme? C'est que la variété énorme d'individus, d'animaux ou végétaux sur la planète provient de l'effet de l'environnement direct sur des organismes anciens, des animaux, des végétaux anciens, qui ont subi donc de ce fait des modifications et qui les ont transmises à leur descendance avec des petites variations. D'où l'idée de l'hérédité des caractères acquis par l'action de l'environnement. Alors, cette hérédité des caractères acquis a fait broncher, si je puis dire, les généticiens pendant très longtemps, jusqu'encore assez récemment, et on a dit le lamarckisme, c'est fini. D'ailleurs, Weissmann avait voulu un petit peu se moquer de lui, couper les queues des souris et constatait que les descendances avaient des queues normales, donc il n'y avait pas de transmission de caractère acquis. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on revient un peu sur cette notion, j'en dirai peut-être quelques mots, avec les données que l'on possède sur l'épigénétique et qui font appel à des modifications sans doute directes de l'environnement, par exemple la nutrition au niveau des chromosomes, sur certaines parties des chromosomes, sinon sur l'ADN. Darwin, je n'insiste pas trop, tout le monde connaît évidemment l'origine des espèces, le voyage sur la Beagle, l'étonnement extraordinaire de cet homme devant le foisonnement du vivant, et qui a finalement l'intuition, en 1859-60, qu'il y a eu certainement, à certains moments, des acquisitions au cours de l'évolution, justement. D'abord que tous les êtres vivants connus à l'époque descendent d'un ancêtre commun qui a dû évoluer successivement, donc la hiérarchie, qui avait été d'ailleurs plus ou moins évoquée par Römer, mais aussi que, évidemment, ce foisonnement est dû à une sélection opérée sur des avantages acquis justement au cours de l'évolution. Sélection dite naturelle. Alors, pour autant, Darwin ne connaissait pas les gènes, ne connaissait pas encore les gènes, la théorie génétique n'avait pas encore prédominé, et comme vous le savez sans doute, c'est un peu plus tard, dans le début du XXe siècle, qu'est né le néo-darwinisme et qu'on a pu corréler les changements brusques au niveau des gènes, qui changent en effet les caractéristiques de l'espèce qui en est le siège, et la sélection naturelle qui opère en favorisant la reproduction de ceux qui ont évidemment des avantages qui en dérivent. Donc, cette théorie du néo-darwinisme est plus ou moins acceptée, d'ailleurs, de manière générale, actuellement. Alors, où est-ce qu'on en est? J'allais dire aujourd'hui, en tout cas jusqu'en 1998, le nombre d'espèces qui étaient répertoriées à l'époque était, comme vous le voyez, un peu fluctuant selon les méthodes, entre 1 500 000 et 1 presque 800 000. Mais je dois dire tout de suite que ces chiffres sont certainement très sous-évalués, parce que depuis l'introduction des techniques de la génomique, on a le sentiment qu'il y en a beaucoup plus. Et notamment, comme vous verrez ici, c'est qu'il s'agit surtout des espèces dites eucaryotes. Qu'est-ce que c'est que les eucaryotes? Ce sont les organismes supérieurs, c'est-à-dire les végétaux unicellulaires ou pluricellulaires et les animaux, bien sûr. Alors je m'excuse pour ceux qui savent déjà tout ça, mais là, il y aurait donc 1 800 000, disons, eucaryotes, parmi lesquels, c'est intéressant, 270 000 espèces de végétaux, de plantes, 70 000 espèces de champignons, et surtout un nombre énorme d'espèces animales, probablement proche d'1 500 000, parmi lesquelles, on le voit d'ailleurs, bon, ça ne marche pas, bon, c'est pas grave, on va aller là.
parmi lesquels justement le nombre d'insectes, c'est la deuxième ligne avant la fin, est considérable. Donc notre monde est surtout peuplé d'arthropodes et d'insectes en particulier. Alors ce qui manque dans ce tableau, singulièrement, c'est le nombre de représentants de l'infiniment petit, c'est-à-dire les microbes, les virus, les éléments du plancton, etc., les microalgues, etc. Et tout ceci ne pouvait pas être, en quelque sorte, abordé au niveau biodiversité parce qu'on ne possédait pas les techniques nécessaires. Depuis l'explosion de la génomique, s'est développée une nouvelle technologie qui s'appelle la métagénomique. Je ne vais pas en parler tout de suite, j'en parlerai peut-être vers la fin, qui permet, en comparant les séquences dans des prélèvements globaux qui sont faits dans le sol ou bien dans les océans ou dans la flore intestinale, d'analyser l'ensemble de l'ADN de toute cette population, le cliver, l'amplifier, d'établir les séquences et de les comparer avec des bases de données déjà établies. Et l'on découvre ainsi une multitude de nouvelles espèces qui permettent maintenant, par exemple, de voir que nous avons, l'homme a dans sa flore intestinale 100 000 milliards de bactéries qui sont capables, évidemment, de se répartir en plusieurs sous-groupes. Et aujourd'hui, la microflore intestinale, depuis seulement maintenant 4-5 ans, commence à intéresser énormément les physiologistes et les médecins parce qu'elle pourrait être à l'origine du démarrage des réactions immunitaires. Alors, j'en arrive aux théories sur l'origine de la vie, telles que les scientifiques, évidemment, l'aperçoivent. On pense qu'évidemment l'univers, je dis évidemment, enfin, on pense, d'après les travaux du chanoine Lemaître et de Einstein et quelques autres, l'univers est né d'une explosion d'un atome primitif, c'est le Big Bang, qui s'est produit il y a 14 milliards d'années. La Terre serait née de refroidissement, bien sûr, du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Et les premiers fossiles vivants ont été découverts dans des sédiments d'une région qui s'appelle le Pilbara, au large de l'Australie. Et on les a datés par le carbone 14 de 3,5 milliards d'années. Ce sont probablement des formes cellulaires. On en a trouvé aussi dans les stromatolites, qui sont des formes plus ou moins, disons, empirées. Et puis, on suppose qu'il y a eu un précurseur commun que, faute de mieux, on a appelé LUCA, ce qui en anglais veut dire « Last Unidentified Common Ancestor », le dernier ancêtre commun non identifié. Et alors, cet ancêtre commun-là, qui est né peut-être 1 ou 2 milliards d'années après les premiers fossiles, a engendré 3 embranchements, les bactéries, les eucaryotes, mais aussi un 3e embranchement, celui des archées. Alors, les bactéries, évidemment, les premières étaient des bactéries qui vivaient plutôt en anaérobiose, en absence d'oxygène, car dans des endroits généralement assez confinés, par exemple tout à fait au fond des océans ou dans d'autres endroits rocheux. Et elles ont acquis peu à peu la propriété de photosynthèse, d'où la propagation de l'oxygène à la fois au fond des océans et à la surface de la Terre, qui a permis peu à peu justement aux eucaryotes de se développer, donc plantes, animaux, etc. Ce qui est important, c'est de souligner que l'organisation des génomes des bactéries et des eucaryotes est très différente. Chez les bactéries, le matériel génétique est une molécule d'ADN généralement circulaire liée à des protéines. Chez les eucaryotes, il y a beaucoup de molécules d'ADN qui sont enfermées dans des chromosomes, nous en parlerons tout à l'heure, au sein d'un noyau cellulaire. Et il y a évidemment beaucoup d'autres différences. En particulier, nous verrons cela tout à l'heure lorsqu'on examinera comment sont organisés les gènes des eucaryotes. Et les archées, alors c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un embranchement qui avait passé totalement inaperçu jusque dans les années 1960. C'est un chercheur américain qui se trouve avoir fait ses débuts dans mon laboratoire pour la biologie moléculaire à l'Institut Pasteur,
qui s'appelle Carl Woese et qui, en conjuguant plus tard, après avoir quitté mon laboratoire, où il a un peu appris les rudiments de la biologie moléculaire, il a conjugué les processus d'amplification génique. Il y a des méthodes qui permettent d'amplifier l'ADN des centaines de fois, et en même temps le séquençage génomique. Il a trouvé des populations de bactéries très particulières, en général productrices de méthane, les archées, qui vivent au fond des océans et qu'on appelle des extrémophiles parce qu'elles supportent des températures extrêmement élevées et des pressions considérables. Et surtout, ce qui était absolument très important, leur matériel génétique est intermédiaire entre celui des bactéries et des eucaryotes. On a pensé un moment que les archées, vu leur nom, étaient les précurseurs des bactéries. Eh bien, pas du tout. C'est un phylum qui s'est arrêté au niveau de ces bactéries et qui n'a pas été plus loin, si j'ose dire. Et l'appareil génomique des archées comprend, comme on le verra, des introns comme l'appareil génomique des eucaryotes. Alors, tout ça, c'est bien gentil, mais comment est-ce qu'on a expliqué les différences entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire l'inorganique? Il y a eu beaucoup de théories. Et évidemment, tout ça est extraordinairement résumé, je m'en excuse. Mais au départ, les médecins grecs, là, surtout Galien, par exemple, dans les 2 premiers siècles de notre ère, a proposé que tout ça, c'est une action de ce qu'il appelait les humeurs. Pas très joli, les humeurs, c'est-à-dire un mélange de la bile, surtout il y avait une bile jaune, il y avait une bile verte, il y avait la lymphe, il y avait encore d'autres choses, peu importe ce qu'il appelait, je ne sais plus, la pituite, née des organismes pituitaires. Bien entendu, ceci n'a pas résisté tellement longtemps, mais tout de même, jusqu'à l'époque de Paracels, qui était un médecin suisse, qui lui était un alchimiste. Il essayait de produire des métaux précieux à partir de ceux qu'il était moins, mais en même temps, c'était un bon chimiste. Et il a eu des intuitions, en particulier, il a essayé d'établir des corrélations entre les composés chimiques et les composés que l'on voyait dans la nature, notamment la théorie des correspondances et aussi leurs propriétés. Puis après, il y a eu toute une série de théories sur lesquelles je n'ai pas le temps d'insister. L'homme-machine, le mécanicisme de Descartes, qui n'est pas sans intérêt parce qu'il a été un peu à l'origine de l'anatomie. Et puis les théories telles que l'animisme de l'allemand Georg Stahl au XVIIe siècle, pour qui, évidemment, il y a une âme qui, en quelque sorte, est à l'origine de tous les processus biologiques. Le vitalisme, avec John Müller au XIXe siècle, le vitaliste qui aura, si j'ose dire, la vie assez dure, si j'ose dire, sans faire de jeu de mots, puisque pendant longtemps, on pense que si on dissocie en quelque sorte une cellule, les composants qui sont à l'intérieur n'ont plus rien à voir avec les propriétés biologiques, et qu'en fait, seule l'organisation complète des cellules et des tissus et de l'organisme est en quelque sorte ce qui recèle la vie. Donc la vie, c'est la vie, c'est l'organisme lui-même. Eh bien, ce vitalisme-là sera battu en brèche lorsque Wöhler, je crois que c'est en 1828, réalise les premières synthèses de l'acide oxalique et de l'urée, et démontre justement que la chimie organique est capable de fabriquer des produits qu'on trouve à l'intérieur des cellules, d'où la mort du vitalisme. Lavoisier, évidemment, est quelqu'un qui a introduit une véritable rupture épistémologique dans la connaissance du vivant, parce que c'est le premier à avoir établi une correspondance stricte entre la chimie, qu'il a beaucoup développée par ailleurs, bien sûr, et la biologie. Par exemple, c'est lui qui a eu l'idée que la respiration est au fond une combustion des matériaux organiques. Même chose pour la chaleur animale. Il a eu cette intuition aussi, c'est que ce que nous absorbons est oxydé et développe évidemment un certain nombre de calories qui sont à l'origine de cette
chaleur. C'est lui qui a découvert l'hémoglobine, d'ailleurs. Il a également fait des travaux très importants sur la photosynthèse. Et en fait, il a donc été un peu, et même beaucoup, je crois, l'un des précurseurs de ce qu'on appellera plus tard la biochimie. Il aura d'ailleurs, à travers la physiologie avec Claude Bernard, des continuateurs, puisque Claude Bernard aussi, comme vous le savez, a essayé d'introduire la physico-chimie dans le développement de la physiologie des grandes fonctions. Tout ceci est dans les manuels, je n'insiste pas trop. Avec Pasteur, non seulement on abandonne l'hypothèse, la théorie de la génération spontanée, mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est l'étude des fermentations. C'est-à-dire, avec Pasteur, on découvre les fermentations aérobies ou anaérobies que produisent les microbes qu'il a isolés. Mais vous savez qu'il s'est surtout intéressé aux fermentations, disons, utiles, celles du vin, du vinaigre, etc. Mais ce qui est important pour nous, c'est sa vision de l'aérobiose et de l'anaérobiose et le fait que des ferments, des bactéries, des cellules puissent justement être responsables de ces conversions chimiques. Donc c'est un peu, lui aussi, l'un des précurseurs de la biochimie moderne. Alors après quoi, il y aura toute une succession de biochimistes. Je ne vais pas évidemment décrire ici tout ce qui est dans les manuels de biochimie, mais on sait qu'on va découvrir que les phosphorylations jouent un rôle considérable dans la conversion justement qui se fait jour au cours des fermentations et que les transphosphorylations qui sont catalysées par l'acide adénosine triphosphorique, l'ATP, découvert par Lohmann, un biologiste allemand, et les phosphorylations successives des intermédiaires vont permettre d'expliquer à la fois des processus comme la glycolyse en milieu anaérobie et en même temps les phénomènes qu'on observe au cours de la contraction musculaire. Bref, c'est l'époque, et évidemment Fritz Lippmann, plutôt après la guerre, avec les liaisons riches en énergie, les liaisons phosphorées, c'est l'époque où l'on considère la vie avant tout comme une usine à produire de l'énergie, et rien d'autre d'ailleurs. Donc il faut retenir que les phosphorylations, à partir de l'époque post-pastorienne, deviennent quelque chose de tout à fait essentiel qui évidemment va nourrir toute la biochimie de l'époque. Cette biochimie que j'ai connue moi-même quand j'ai commencé à travailler. Bon. Et puis, je ne vous parle pas du cycle de Krebs. Tout le monde connaît ce cycle tricarboxylique qui intervient évidemment dans les phénomènes respiratoires. Alors, tout ça est bien gentil, mais on ne pouvait toujours pas expliquer comment se faisait la transmission héréditaire. Et il est curieux qu'il ait fallu attendre les travaux de Gregor Mendel, notamment ses publications de 1860, pour que précisément on puisse commencer à avoir une vision de ce qui se passait. Vous savez que c'était un moine autrichien. J'ai visité d'ailleurs le monastère dans lequel il travaillait, où le jardin est encore conservé, où il croisait d'ailleurs, vous le savez, des pois. Et il avait eu le génie de ne choisir qu'un ou deux caractères très tranchés, la couleur, jaune ou verte, ou bien l'état des parois de ces pois qui étaient lisses ou ridés. Et il a introduit dans l'étude de leur transmission la statistique, et il a découvert les fameuses lois sur lesquelles je ne vais pas évidemment revenir. Mais tout cela est resté inaperçu pendant près de 40 ans, jusqu'à la redécouverte de ces lois au début du XXe siècle, en particulier par Hugo de Vries, un chercheur hollandais, par Correns et Tschermak, comme on sait. Et surtout, de Vries a fait une découverte essentielle, celle des mutations. Il travaillait sur une plante, Enotera lamarckii, je crois, et il a trouvé qu'il y avait des variations brusques dans ce qu'il appelait, lui, à l'époque, non pas les gènes, mais les pangènes, P-A-N-G-E, accent grave N-E.
Et il a vu que ces pangènes, il a supposé que ces pangènes subissaient des variations brusques qui donnaient lieu à des changements dans les propriétés des Nothera, qui évidemment en étaient le siège. Ça, c'était très important, et ça a été un petit peu à l'origine justement des théories génétiques. Alors, c'est surtout l'école, disons, de Sutton et Boveri qui a démontré ou qui a proposé que les gènes étaient présents sur les chromosomes. On connaissait les chromosomes avant les gènes, grâce à la cytologie. On avait vu ces bâtonnets par la cytologie au microscope à l'intérieur des noyaux, mais ils ont eu l'intuition de dire que les gènes étaient portés par les chromosomes. Il fallait tout de même le dire. Et c'est l'école de Morgan aux États-Unis, Thomas Hunt Morgan, qui a été en quelque sorte à l'origine des premières cartes génétiques, qui a démontré, il a même dit, c'est une façon un petit peu connue maintenant, que les gènes étaient disposés sur les chromosomes comme les perles d'un collier, les unes à côté des autres. Ce qui n'est pas tout à fait exact, mais n'est pas tout à fait faux non plus. Et il a montré le premier, les recombinaisons, ce qu'il appelait les crossing over, ce qui explique évidemment les transmissions héréditaires des parents à leur descendance. Il a fallu attendre 1940 avec les travaux de Avery et McCarthy. Non, ça ne marche toujours pas, pardon. Voilà, vous voyez Thomas Avery et Hershey, deux biologistes, surtout le premier, un pneumologiste, un pneumologue, qui s'intéressait essentiellement à la pathologie du pneumocoque, et c'est lui qui a découvert, dans l'étude d'un phénomène qui s'appelait la transformation bactérienne, que c'est l'ADN qui est le support de l'hérédité et pas les protéines. Ça peut paraître singulier aujourd'hui, mais je vous assure, puisque j'ai d'ailleurs travaillé moi-même à Rockefeller, qu'il a fallu un temps fou pour convaincre l'opinion que les protéines n'étaient pas les supports des gènes. Et Hershey a fait les mêmes expériences avec le bactériophage. Plus tard, Jim Watson et Francis Crick et Wilkins ont établi la structure en double hélice de l'ADN, j'y reviendrai dans une minute, et j'ai voulu montrer, à titre de curiosité, que la première séquence, disons, l'alignement des lettres qui composent l'ADN a été établie pour le génome humain seulement en 2001. Alors, c'est là qu'évidemment, à partir de l'histoire de la double hélice, qu'est née en quelque sorte la biologie moléculaire. Comme vous l'avez sans doute perçu jusqu'ici, c'est surtout la chimie qui a prédominé et qui a donné lieu à une naissance de la biochimie, avec Lavoisier, etc. Et puis maintenant, c'est la physique qui va entrer en jeu. C'est la physique et la physico-chimie, et des physiciens comme Erwin Schrödinger, dans un ouvrage célèbre qui s'appelle What is Life, qui dit qu'en fait, si on veut comprendre les vrais phénomènes vivants, il faut aller en profondeur dans l'étude physico-chimique des macromolécules que l'on commençait à comprendre, c'est-à-dire les protéines, mais aussi les acides nucléiques. Donc, des premiers physiciens comme John Kendrew et Max Perutz, dans les années 1950, si vous voulez, ont appliqué ces préceptes à l'étude des protéines, et en particulier de l'une des protéines majeures de l'hémoglobine, la globine, dont ils ont étudié la structure en 3 dimensions. Déjà, Linus Pauling avait montré la structure, disons, les structures secondaires avec l'alpha-hélice, etc. Mais eux ont étudié, grâce à des études au microscope électronique et à des études physico-chimiques, pour la première fois les structures tridimensionnelles d'une protéine, en l'occurrence la globine, en montrant qu'elle joue un rôle très important, en particulier pour la fixation du cofacteur de fer et le transport de l'oxygène. Des années plus tard, enfin pas tellement d'ailleurs, en 1955, Monod et Changeux démontreront qu'il se passe des phénomènes très importants de transconformation à l'intérieur de la superstructure protéique, qui est une sorte de chaîne enroulée sur elle-même,
quelquefois avec plusieurs chaînes polypeptidiques, quelquefois une seule, mais qu'un impact qui est produit au niveau d'un certain récepteur de signal produit à distance dans la protéine une modification qui va justement répercuter sur ses propriétés régulatrices, d'où les effets dits allostériques. Ensuite, on voit évidemment le modèle de Watson-Crick qui va expliquer la transmission du caractère. La biologie moléculaire a permis si je puis dire, de débroussailler le transfert d'informations génétiques de l'ADN jusqu'aux protéines. Elle a aussi éclairé sur la diversité des acides ribonucléiques. Et elle a surtout, je crois que ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire, permis de découvrir le code de la vie, le code génétique. Il faut se rendre compte que c'est une découverte énorme, parce que ce code est le même chez tous les êtres vivants, quelques exceptions très rares. Ce qui montre d'ailleurs que les théories de l'évolution sont probablement tout à fait justes. Ce code génétique, découvert par Nirenberg et Matthaei, mais aussi par les travaux d'Ochoa, a permis de déboucher sur l'idée que c'est un code qui fait usage des 4 lettres de l'ADN, adénine, thymine, guanosine, cytosine, mais par combinaison de 3, il y a 4 puissance 3 combinaisons, c'est-à-dire 64 combinaisons de triplets, et 61 de ces combinaisons sont codantes, c'est-à-dire ont des correspondances dans le langage des protéines. 3 d'entre elles sont des ponctuations. Régulation génétique, j'y viendrai dans un moment, grâce au premier modèle établi chez les bactéries, le modèle de l'opéron. Et puis plus tard, 10 ou 12 ans après, le génie génétique. Le génie génétique, c'est-à-dire découvert par les expériences de Paul Berg et Boyer, qui ont montré qu'on pouvait, en quelque sorte, sceller un gène animal, un gène de plante, d'animal ou même d'homme, à ce qu'on appelle un petit chromosome, qu'on appelle un plasmide. Et grâce à cette combinaison, on peut ensuite l'introduire dans une population de bactéries et en regardant justement les différentes colonies formées, on peut trouver justement le moyen de purifier ainsi le gène eucaryote qui a été primitivement introduit. Alors, je n'insiste pas sur ce modèle très connu, mais vous voyez comment le dédoublement de l'hélice d'ADN permet d'expliquer avec sa, disons, reconstitution par la DNA polymérase de Kornberg, évidemment, une double hélice, 2 doubles hélices filles à partir d'une double hélice maternelle, avec les appareillements classiques adénine, thymine, guanine, cytosine. Pardon. Là maintenant, ça marche. Ah, si. Alors, tout ceci pour vous montrer que bon, ce n'est pas comme ça que les choses se présentent chez les eucaryotes. Comme je l'ai déjà dit, je pense que vous le savez déjà, l'ADN chez les eucaryotes, dont on voit la double hélice tout en haut, est enroulé autour de globules protéiques, que vous voyez comme des petites billes, là, en deuxième ligne, qu'on appelle des nucléosomes, et qui sont composés de protéines des chromosomes qu'on appelle des histones. C'est une chose qu'il faut bien garder en mémoire. Il y a plusieurs types d'histones, ce sont des protéines très basiques, très riches en lysine et arginine, H3, H4, H2A, H2B et toute une sous-catégorie. Ces histones se compactent, forment des petits globules et l'ADN s'entoure 2 fois autour de chacun de ces globules. Puis ensuite, il y a des compactions successives pour arriver à celle du chromosome, qui est figurée évidemment tout en bas. Alors, on peut se demander d'ailleurs comment des enzymes de transcription vont pouvoir avoir accès justement à cette forme extrêmement compactée. Or, il y a maintenant des études qui permettent justement de préciser quels sont les points d'impact de ces enzymes. Alors, bien sûr, expression génétique, l'ADN, un des 2 brins de l'ADN est copié en ARN messager, espèce de brin unique que vous voyez ici. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, et ce que Michel Crépin, qui est présent dans cette salle, connaît bien, c'est que la traduction de ce messager par les ribosomes se fait avant même que la transcription n'ait été terminée.
Il y a donc un couplage, une coordination entre les deux. Donc, transcription pour former le messager, avec ses séquences de ponctuation, traduction par les ribosomes, qui, comme vous le voyez, sont des particules composées de sous-unités qui comprennent eux-mêmes un ARN ribosomique distinct de l'ARN messager et qui portent en eux quelque chose de très important, qui sont des petits ARN, appelés ARN de transfert, qui ne sont pas indiqués ici, et ce sont eux qui lisent en quelque sorte le code génétique de l'ARN, parce qu'ils peuvent positionner une partie de leur structure autour de ce messager, et à l'autre extrémité, ils portent un acide aminé spécifique, donc ils peuvent lire en quelque sorte les codons du messager et les transformer en des séquences d'acides aminés et de polypeptides. Donc 2 étapes, transcription, traduction, qui évidemment permettent d'expliquer, pour partie du moins, les mécanismes d'expression génétique. La prochaine, c'est moi. Pardon. Alors, régulation génétique, vous savez ça aussi, je pense que vous savez que Monod et Jacob, également André Lvov, ont fait d'énormes travaux sur la bactérie Escherichia coli, qui servait de bactérie modèle. Si je pouvais m'asseoir, peut-être que ce serait un peu mieux, parce que je commence à avoir très mal au dos. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il s'agit ici de ce qu'on appelle un opéron. Qu'est-ce que c'est qu'un opéron? C'est un groupement de gènes qui sont impliqués dans le même métabolisme, ou catabolisme si vous voulez. Par exemple, ici, le métabolisme du lactose, un disaccharide. Vous voyez qu'il y a d'abord un gène qui s'appelle Z, qui code pour une bêta-galactosidase, c'est-à-dire en fait une lactase qui décompose le lactose en ces 2 composants. Il y a Y qui est une perméase qui permet justement aux éléments de lactose, au sucre dédoublé de pénétrer dans la bactérie. Et il y a un autre gène qui est une acétylase, qui acétyle les dérivés du lactose. À l'état normal, c'est ce qui est tout à fait inattendu, c'est que, en fait, ce groupement, cette brochette de gènes ne fonctionne pas tant que le lactose n'est pas dans le milieu. Pourquoi? Parce qu'un gène, le gène R, qui est indiqué en haut à gauche, un gène répresseur, code pour une protéine, qu'on appelle un répresseur d'ailleurs, et qui se fixe, vous le voyez, en une séquence qu'on appelle opérateur, et qui bloque de ce fait la progression de l'ARNA polymérase depuis son point d'impact et de démarrage, qu'on appelle P, vers la droite. Donc on ne peut plus transcrire l'opéron en ARN messager et en protéines. Si du lactose est introduit dans le milieu de culture, il va former avec le répresseur une sorte de complexe très dissociable, qu'on appelle un complexe allostérique, qui va modifier les propriétés de ce répresseur. Celui-ci va se détacher de son opérateur et la transcription va pouvoir s'accomplir. C'est donc par le biais d'une double négation, phénomène tout à fait inattendu, que se fait la régulation des gènes chez la plupart des organismes prokaryotes, c'est-à-dire bactériens. Pas toujours. Il y a certains opérons qui répondent à une activation directe. De même, chez les organismes supérieurs, dans la plupart des cas, c'est également une activation directe qui se fait au niveau de séquences qu'on appelle des éléments régulateurs, mais je n'ai pas le temps d'insister, on pourra en venir à la discussion. Alors, le génie génétique dont je parlais au début, comme en fait une résultante de la biologie moléculaire, qui a permis justement de faire à la fois la transgénèse, comme on sait chez les végétaux, les animaux, et de cloner justement et de purifier ainsi les gènes des organismes supérieurs, des eucaryotes, a débouché sur quelque chose de tout à fait inattendu qui a été découvert dans les années 1970 par un nommé Phil Sharp. Tous ces gens-là ont eu le prix Nobel pour ces découvertes. Ils ont montré que, contrairement à tout ce qu'on pensait, les gènes des organismes supérieurs ne sont pas des segments d'un seul tenant, mais sont formés par des
éléments qu'on appelle des exons, qui sont codants pour la transcription des protéines. Et ces exons sont réunis les uns aux autres par des intercalaires qu'on appelle des introns. Et au cours de, comment dirais-je, des remaniements dans le noyau, on voit d'abord qu'il y a un copiage par une transcriptase qui donne un ARN messager, ou pré-messager en tout cas, qui comprend les copies des introns et des exons. Et puis il y a ce qu'on appelle un épissage, toujours dans le noyau, qui élimine les portions RNA qui sont les copies des introns et réunit au contraire les portions RNA des exons. Donc on reconstitue des ARN messagers continus et selon les combinatoires d'exons, on peut, à partir d'un gène unique, fabriquer plusieurs protéines. C'est très important au niveau de l'évolution et ça montre justement un avantage considérable que présentent les organismes eucaryotes par rapport aux prokaryotes. Parce que certains gènes peuvent coder jusqu'à 6 ou 7 protéines distinctes. Alors, quels sont les apports récents de la biologie? Évidemment, ils sont très nombreux. J'ai listé ici la génomique, dont on vient de parler en partie, c'est-à-dire ce qui résulte de la connaissance du séquençage par des moyens généralement automatiques de l'ADN des organismes supérieurs, et toutes ces applications, je vais en dire quelques mots. La postgénomique, qui est en fait une nouvelle vision des choses, qui veut aller un peu plus loin que la génomique elle-même, en faisant porter l'accent sur les combinaisons qui s'établissent entre les milliers ou dizaines de milliers, voire centaines de milliers de protéines, pour pouvoir générer par auto-organisation des ensembles nouveaux. C'est une sorte de biologie des ensembles, ou biologie des omiques, comme nous verrons. L'ARN interférence, c'est les découvertes récentes sur les propriétés régulatrices de l'ARN, j'en dirai 2 mots. Pardon, ça c'est bien gentil. Merci. Sur le bouton noir. Parce que, ben voilà. Alors, la biologie des systèmes, j'en parlerai peu, mais nous verrons tout à l'heure que du fait de justement cette poche génomique, le nombre de combinatoires est tel qu'on ne peut pas évidemment les déterminer comme ça. Il faut avoir recours à des modèles et en particulier à l'informatique. Et cette biologie des systèmes s'intéresse justement aux ensembles. Biologie du développement, c'est-à-dire différenciation cellulaire, embryogénèse, cellules souches, je n'en dirai que quelques mots parce que je n'aurai pas le temps. Apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Il existe en effet des boucles régulatoires extrêmement complexes qui sont enclenchées par certains signaux. Elles sont très importantes car elles évitent que les cellules ne deviennent toutes cancéreuses. Et il y a des signaux qui, évidemment, déclenchent la mort des cellules dans des conditions, évidemment, tout à fait déterminées. Hérédité épigénétique, on va en parler très brièvement. Développement des neurosciences, je n'en parlerai malheureusement que très très peu, parce que je n'aurai pas le temps. Biologie synthétique, en revanche, j'en dirai quelques mots. Alors, pour dire que tout ce qui relève de l'immunologie, de la biologie du développement et de cellules souches en détail, des neurosciences, devrait faire l'objet, à mon avis, de conférences séparées, parce qu'on n'arriverait pas évidemment à le couvrir dans cette vision de l'ensemble que j'essaie de donner sur les étapes de la biologie. Alors, quelques données. Si l'on mettait bout à bout les molécules d'ADN qui sont présentes dans les chromosomes de l'homme, on obtiendrait une molécule qui ferait 2 mètres de long, émanant d'une seule cellule, et dont les constituants, les bases ou les nucléotides, si vous préférez, seraient au nombre de 3,5 milliards, donc en paire de bases, puisque l'ADN est en double brin. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que seuls 3% de cet ADN code pour des protéines et comprend des gènes véritables codant pour des protéines. On a cru longtemps que le reste de l'ADN devait être qualifié de non-codant, voire d'ADN inerte, etc., etc., jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, on reviendra à la fin, que en fait, cet ADN non-codant comprend
un très grand nombre de séquences, même des pseudogènes, même des introns, qui sont transcrites en ARN, et les ARN qui proviennent de cet ADN non codant ont des rôles régulateurs extrêmement importants sur le plan physiologique. La génomique a joué un rôle considérable pour parfaire l'étude de l'évolution, en particulier étudier le remaniement du génome depuis, par exemple, les poissons les plus anciens jusqu'à, évidemment, les espèces les plus récentes. Même chose, c'est la levure. Et on s'est aperçu, ce qui est intéressant, que ce qui se produit au cours de l'évolution, c'est qu'un gène ancien commence d'abord par se dupliquer, tripliquer, etc. Il envahit une partie du génome, et au cours de l'évolution, il y a des rectifications et des coupures qui sont assorties de modifications de ces gènes. Quelquefois, elles les abolissent complètement. Et le gène qui est conservé aujourd'hui est un gène mort, un gène éteint. On l'appelle un pseudogène. Et il y a quelques pseudogènes même dans le génome humain. Alors, on sait également que la génomique a permis des progrès considérables. Je sais que M. Coppens vous en a peut-être parlé, pour l'anthropologie, la paléoanthropologie. Vous savez sans doute que la comparaison du génome des hommes, disons, préhistoriques, en particulier l'homme de Néandertal, qui n'est pas si préhistorique que ça, puisqu'il n'a disparu qu'il n'y a que 15 000 ans, et de l'homme moderne, Homo sapiens, a montré que le génome d'Homo sapiens, ce sont les travaux d'un Suédois qui dirige un très grand centre à Leipzig, qui s'appelle le Svante Pääbo. Il a montré que 4% de notre génome comprennent des séquences émanant de Néandertal, et que ce sont des séquences assez particulières que nous avons conservées. Donc, ce qui prouve que Sapiens et Néandertal ont dû se croiser à un moment donné, avant la disparition complète de Néandertal. Ce qui est plus important, c'est ce qui est dit dans la troisième ligne, c'est que nous sommes tous parents, tous différents. Nous sommes tous parents parce que sur les 6 milliards ou plus d'individus qui composent la planète, en fait, 99,2% de nos séquences d'ADN sont les mêmes. Mais nous sommes tous différents. Pourquoi? Parce que, en fait, chacun peut avoir des mutations, et pas les mêmes, bien entendu. Chacun a, disons, des différences au niveau de son système HLA, c'est-à-dire le système d'histocompatibilité vis-à-vis des greffes. Ce sont des antigènes protéiques de surface qui déterminent la compatibilité immunologique de nos cellules vis-à-vis de nous-mêmes ou bien de l'étranger. Et ces systèmes sont extraordinairement diversifiés d'un individu à l'autre. La répartition des séquences satellites, qu'est-ce que c'est que des satellites? Ce sont des petites séquences d'ADN répétitives qui sont répétées quelquefois des centaines de fois le long du génome. Et la répartition de ces séquences, qui sont généralement des triplets ou des quadruplets, par exemple CHE ou CCA, etc., cette répartition est très importante parce que c'est elle qui est à l'origine des tests à l'ADN dont tout le monde a entendu parler pour les enquêtes policières. Donc c'est ce qui fait que la répartition de ces satellites n'est pas la même. On peut le démontrer par des enzymes qui clivent à des endroits différents. Et surtout, j'insiste beaucoup là-dessus, la découverte des polymorphismes au niveau d'un nucléotide. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'au cours de la réplication d'une cellule à l'autre, il y a des petites erreurs qui se font, et elles sont évidemment assez rares. Elles portent sur une seule base de l'ADN, ou si vous préférez un nucléotide, puisque la base est liée aux désoxyribose et au phosphore. Et les Américains l'ont appelé Single Nucleotide Polymorphism. Et en anglais, on a abrégé SNP, et d'une façon encore plus, disons, colloquiale, SNP. Donc ces SNP sont très importants parce qu'ils sont répartis tout le long de nos chromosomes et ils permettent de nous distinguer les uns des autres. Et en plus, ils ont des rôles assez importants, j'y viens dans une minute. Plus les modifications épigénétiques, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que la séquence de l'ADN qui intervient dans la transmission héréditaire,
il y a aussi le degré de méthylation de certaines séquences, notamment des cytosines liées aux guanines, CG, qui permettent de régler l'activité de groupes de gènes. Quand il y a méthylation, ce gène ne fonctionne pas. Quand il n'est pas méthylé, il fonctionne. Donc, comme ces séquences CPG, on les retrouve un peu partout, il y a évidemment des degrés de méthylation et une répartition qui est très différente selon les individus et le degré de développement. Également la même chose pour le degré d'acétylation des histones. Nous sommes donc tous parents et tous différents. Et voilà par exemple ce que je voulais dire en parlant des SNP. Ce sont des petites variations dans les séquences au niveau d'une population. Il y en a une variation statistiquement toutes les 1000 paires de bases, donc environ 3 millions chez l'homme. Et leur répartition est très importante parce que quand elles sont regroupées, ces petites modifications, elles ont tout de même une influence sur l'activité des gènes véritables. En particulier, elles sont à l'origine de ce qu'on appelle la pharmacogénomique, c'est-à-dire qu'en étudiant les SNP des gènes qui codent par exemple pour les cytochromes, c'est-à-dire ces protéines des éléments respiratoires qui sont les transporteurs d'électrons et qui interviennent dans la modification des produits pharmaceutiques au niveau du foie, eh bien, on peut démontrer qu'il y a justement des sensibilités différentes aux médicaments qui sont liées d'une certaine façon au groupement de certains SNP. Donc, nous sommes donc tous parents et tous différents, mais les conséquences de la génomique en biomédecine sont encore beaucoup plus importantes. D'une part, dans ce qu'on appelle la nosologie, si vous voulez, la typologie des maladies rares. Exemple que connaît bien, je pense, notre président, monsieur Jean-Louis Salzmann, qui a travaillé également sur les maladies neuromusculaires, c'est qu'il y a 20-25 ans, on connaissait peut-être une douzaine de maladies neuromusculaires, dont la myopathie de Duchenne, dont la myotonie, la myasthénie, etc. Mais aujourd'hui, grâce à la génomique, on a pu distinguer au moins 300 sous-types de maladies neuromusculaires, ce qui est très important justement pour l'approche thérapeutique. Mais surtout, la génomique a permis d'étudier les séquences et donc les mutations de ce qu'on appelle les gènes de prédisposition aux maladies, les gènes que les Anglais appellent les gènes de susceptibilité. Il existe en effet des gènes dont les mutations ne sont pas, disons, à l'origine de la maladie, mais modifient la probabilité de survenue de la maladie, soit en l'augmentant, soit en la diminuant. Et c'est particulièrement vrai pour les gènes qui sont à l'origine des cancers, c'est-à-dire les oncogènes, parce que, par exemple, les gènes RCA1 et 2 sont des gènes de susceptibilité connus depuis maintenant plus de 15 ans et dont les formes alléliques peuvent permettre de prévoir les probabilités de survenue des cancers du sein ou de l'ovaire. De même, les gènes ApoE, epsilon 1 ou 4 sont des gènes de susceptibilité qui, selon la forme allélique epsilon, peuvent évidemment ou bien favoriser la survenue de la maladie d'Alzheimer à une époque très précoce du développement de l'homme, ou bien au contraire une survenue tardive. Thérapie génique, bien, on voit ici que on peut bien entendu aujourd'hui étayer cette notion puisqu'on est parvenu maintenant, grâce à la thérapie génique, ce sont les travaux d'Alain Fischer en particulier, comme vous le savez peut-être, à guérir des déficits immunitaires de l'enfant liés à des mutations au niveau de l'adénosine déaminase qui, évidemment, occultent la formation des lymphocytes, donc réduisent d'une façon drastique les défenses immunitaires. Et par thérapie génique, on a pu introduire un gène qui n'était pas muté et rétablir ainsi l'immunologie correcte chez ces enfants qui devaient être évidemment élevés dans des bulles, évidemment l'extérieur de toute contamination potentielle. Il y a eu les mêmes résultats ont été obtenus pour l'adrénoleucodystrophie
également pour certaines hémoglobinopathies, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui sont actuellement en cours. C'est certainement une des approches que la médecine moderne va utiliser. Tout ceci, d'ailleurs, débouche sur une proposition qui n'a pas encore évidemment trouvé d'application contemporaine, à savoir la médecine personnalisée. Vous vous doutez en effet que la connaissance du génome de chaque individu, grâce notamment à celle des gènes de susceptibilité, devrait permettre d'ajuster de façon beaucoup plus précise les traitements pharmacologiques ou bien les types de thérapies biologiques. Mais évidemment, cette médecine personnalisée, qui est peut-être potentiellement réalisable parce que le coût d'établissement des séquences génomiques a baissé d'une façon considérable, il est passé de plus d'1 milliard de dollars à 2 000 €. Bon, ce coût est probablement abordable, mais la médecine personnalisée pose et soulève beaucoup de problèmes de caractère sociétal. Maladies neurodégénératives, je vais aller beaucoup plus vite. Bon, les plus importantes sont listées ici. Maladie de Parkinson, liée à la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire. Et certains des gènes clés ont été isolés et leurs produits caractérisés. Par exemple, le gène de la synucléine est un gène qui code pour une protéine toxique parce qu'elle fabrique des amas au niveau des terminaisons nerveuses, qu'on appelle des plaques de Lewis, et qui occultent en quelque sorte, ou qui réduisent en tout cas, et ralentissent la transmission évidemment neuronale, la transmission synaptique. Alors que la parkine, qui est une protéine plutôt utile, est occultée dans certaines formes de Parkinson, et c'est une protéine qui au contraire antagonise l'effet de la synucléine. L'Alzheimer, on sait qu'il est accompagné, sinon causé, par un dépôt qu'on appelle dépôt amyloïde, qui provient de la transformation d'une protéine précurseur au niveau de la membrane, protéine APP, par des présénilines ou bien par la gamma-sécrétase pour former des protéines A-bêta qui sont très insolubles, qui forment des agrégats et lesquels évidemment obstruent également plus ou moins le fonctionnement neuronal. Pardon. Alors, les spectres d'autisme ont fait l'objet de très nombreux travaux. Et pendant longtemps, on a pensé que l'autisme, qui est un syndrome qui, évidemment, concerne surtout les jeunes garçons et qui agit au niveau de leur capacité de communication à la fois verbale et sociale, on a pensé très longtemps que l'origine de ces autismes était essentiellement, disons, sociétale précisément, venait des critères d'éducation et que les parents étaient surtout, avant tout, responsables quant à la manière dont ils avaient élevé leurs enfants. Et pendant longtemps, on n'a pas pensé que ça pouvait être également une maladie ayant une base génétique. Et là, on peut voir que grâce aux travaux relativement récents d'un chercheur de l'Institut Pasteur, Thomas Bourgeron, on a pu démontrer qu'il existe des mutations au niveau des gènes codant pour des protéines qui établissent des connexions entre les parties présynaptiques et postsynaptiques des neurones. Donc, il y a très probablement également une base génétique qui permet évidemment d'espérer aussi, en agissant sur ces gènes, peut-être d'améliorer plus rapidement ces syndromes qui d'ailleurs très souvent s'effacent avec l'âge, mais qui sont tout de même assez ennuyeux pour les jeunes gens. Alors, un mot pour dire qu'on est passé de la génomique à ce que j'ai appelé la post-génomique. En effet, on a dit que c'est très bien que la biologie moléculaire ait découvert le code génétique, le messager et tout ça, et la manière dont les gènes fonctionnent, mais que si on veut comprendre la physiologie, le fonctionnement physiologique global d'un organisme, il faut faire appel à d'autres approches en étudiant les ensembles, comme je le disais tout à l'heure,
et surtout les interactions énormes qu'il y a entre les protéines entre elles, l'ensemble des protéines et l'ensemble des ARN, et tout ça avec tout le reste, etc. Et on ne peut y avoir accès que grâce à des méthodes comme celle de la biologie systémique, d'où la vogue que j'ai appelée tout à l'heure la vogue des omics. Alors voici par exemple voici un exemple qui montre que même chez un organisme aussi simple que la levure, il y a des milliers de protéines et grâce à des techniques immunologiques, on a pu déterminer les interactions de pratiquement chacune de ces protéines avec les autres. Évidemment, un travail gigantesque. Et évidemment, ces interactions sont très importantes à la fois pour les propriétés enzymatiques globales, pour le métabolisme, si vous préférez, pour la régulation, pour toute une série, évidemment, de fonctions globales. Et d'où le fait qu'on préfère aujourd'hui parler de biologie des ensembles ou celle des omes, comme vous voyez, dite des omics, le génome, bon, pas besoin d'expliquer ce que c'est, le génome, le transcriptome, transcriptome ici, aussi bien ce qui code pour des ARN messagers que pour des ARN non codants, le protéome, qui peut être subdivisé en l'ensemble des anticorps, tout ce qui concourt au métabolisme, tous les enzymes, tout ce qui fait la phosphorylation, toutes les protéines de régulation, répresseurs, activateurs, et tout ça interagit avec tout ça, et également sous l'effet de l'environnement. Donc il est évident que si on veut avoir une vision beaucoup plus intégrée et plus précise de ce qui se passe, il va falloir procéder par la biologie des systèmes. Alors, j'ai dit un mot, on a presque fini du monde de l'ARN. Depuis seulement 1990, c'est-à-dire à peine 15-16 ans, si vous voulez, on a découvert que ce monde de l'ARN avait une importance considérable, presque plus considérable encore que celui des protéines. Il faut que vous réalisiez que dans les manuels, disons classiques, bien entendu, les protéines sont les enzymes et les éléments de soutien de la cellule, etc. Mais on s'est aperçu que ces ARN étaient si importants qu'ils ont probablement été les toutes premières macromolécules qui ont précédé l'apparition de l'ADN et des protéines au cours de l'origine de la vie. Ce qui a permis de le dire, c'est 3 observations majeures, celles de Baltimore et Temin, qui ont montré que l'ARN peut être copié en ADN par ce qu'on appelle une reverse transcriptase. Je n'ai pas le temps d'insister, et ces rétrovirus, évidemment, fabriquent de l'ADN, lequel peut s'intégrer dans les cellules infectées. On a découvert, ce qui est encore plus formidable, que nombre d'ARN qu'on appelle des ribosymes ont des propriétés enzymatiques, c'est-à-dire sans les protéines, peuvent cliver d'autres ARN ou même accomplir d'autres fonctions catalytiques. On a découvert surtout qu'il existe toute une catégorie de petits ARN non codants, comme on va le voir, qui sont des régulateurs à toutes les étapes de la physiologie, aussi bien celles du système nerveux que les étapes, évidemment, du métabolisme, etc. Qu'est-ce que c'est que ces petits ARN? Eh bien, il y en a, on va le voir, surtout 2 représentants qui sont micro-ARN et SI-ARN. Bon, cette diapositive est un peu compliquée, mais je ne vais pas insister. Par exemple, les micro-ARN sont produits à partir de gènes dans le noyau qui fabriquent de longs précurseurs d'ARN qui sont en double brin, parce que l'ARN peut s'apparier sur lui-même, un peu comme l'ADN, mais avec une boucle, évidemment, autour. Il y a ensuite des remaniements par toute une série de nucléases. Ensuite, dans le cytoplasme, la boucle est coupée, on arrive à une sorte de petit hybride ARN-ARN, puis tout ceci est dissocié et pris en charge par un complexe protéique appelé RISC ici, peu importe la signification. Et ce complexe protéine amène en quelque sorte un des brins en question au contact de l'ARN messager pour former un hybride ARN-ARN.
Du coup, le ribosome ne peut plus traduire l'ARN messager, donc ces micro-ARN agissent au niveau de la traduction génétique ARN-protéine. Quelques-uns, comme le siARN, qui dérivent de précurseurs qui n'ont pas d'origine génétique, au contraire, quand il se fixe sur le messager, déclenche sa destruction pure et simple, mais le résultat est le même. Et en fait, ces petits ARN sont extraordinairement variés. Non seulement certains, par exemple, agissent sur le positionnement dans le chromosome des nucléosomes, mais aussi d'autres, en quelque sorte, protègent le génome des cellules reproductives contre l'action des transposons. D'autres interviennent au niveau du démarrage de la transcription, comme c'est le cas ici, au niveau du promoteur, etc., etc. Alors, ils ont des dimensions qui varient généralement entre 25 nucléotides, voire 18, et 200 nucléotides. Aucun d'entre eux n'a un pouvoir, évidemment, codant, mais ils ont des rôles extrêmement importants, y compris au niveau de leurs mutations, qui sont à l'origine de nombreuses maladies neurologiques. Pour terminer, un mot de ce qu'on appelait le recours aux artifices. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le génie génétique a permis de pratiquer une transgénèse, c'est-à-dire le transfert de gènes chez des végétaux ou des animaux. Et c'est ainsi qu'on a fait, par exemple, des plantes transgéniques. Tout le monde en a entendu parler, avec évidemment des accueils plus ou moins variés selon évidemment la manière dont on prend la chose. Très accueillis par les biotechnologues, beaucoup moins par évidemment le monde de l'écologie, qui évidemment a des raisons de faire un peu attention. Mais il y a beaucoup plus, on est allé beaucoup plus loin, et c'est ce que je voudrais dire à présent. Il y a actuellement ce qu'on appelle une biologie de synthèse. Qu'est-ce que c'est que la biologie de synthèse? C'est la capacité, grâce à la chimie des biopolymères, de remplacer un génome complet par un génome entièrement fabriqué dans un tube à essai par les chimistes. Alors, c'est ce qu'on va voir justement très rapidement ici. En 1970, qui est tout à fait au haut de cette projection, on voit qu'un chimiste indien, Gobind Khorana, qui travaillait d'ailleurs aux États-Unis, a pu synthétiser pour la première fois un gène, c'est-à-dire un ADN ayant exactement la même séquence que le gène normal qui code pour un ARN. Ça aurait pu être autre chose, il s'agit d'un ARN de transfert, peu importe. Ce gène avait 75 paires de bases, c'était un petit gène. Et au fur et à mesure des choses, la chimie s'est perfectionnée, on a synthétisé les génomes de plus en plus grands, le génome du virus de la poliomyélite, le génome, on a reconstitué le virus de la grippe espagnole pour savoir pourquoi elle avait été si virulente par rapport à la grippe d'aujourd'hui, etc. Et puis on est arrivé à la cellule, on a synthétisé un génome de 582 790 paires de bases, avec une science exactement la même, à une base près, de celle qui existe dans le génome des bactéries. Ce sont les travaux de Craig Venter et de son équipe en 2010, qui évidemment n'a pas résisté à la tentation de voir qu'est-ce qui se passe si on ôte le génome naturel d'une bactérie ou on le remplace par un génome artificiel venant d'une espèce différente, évidemment du même genre. Il l'a fait entre Capricolum et Mycoides. Il a vu que si on remplace le génome naturel de Capricolum par le génome synthétique de Mycoides, la bactérie résultante a les propriétés de Mycoides. Donc on peut transformer à dessein le génome d'un organisme vivant. Alors du coup, on s'en est emparé au niveau des biotechnologies. On a commencé les ingénieries chez l'Alvure pour fabriquer par exemple des produits importants comme l'artémisinine
pour lutter contre le paludisme ou l'hydrocortisone. Je termine par 2 mots sur la biologie du développement. Et là, j'ai vraiment honte parce que, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais je pense qu'une conférence spécialisée ou spécifique permettra de le couvrir. 2 choses sur lesquelles je veux insister. Évidemment, l'isolement des cellules souches humaines, qui a été réalisé en 1988 par Johnson et Michael Blaise, et qui ont permis, en prélevant des cellules de ce qu'on appelle la blastula, c'est-à-dire la forme qui dérive de la préfécondation de l'ovocyte humain par le spermatozoïde, en prélevant certaines de ces cellules, on peut les mettre in vitro dans des milieux appropriés, elles peuvent se développer et elles peuvent, selon la nature du milieu nourricier, produire tel ou tel tissu, d'où une médecine régénérative. Mais comme il y avait évidemment des oppositions au fait d'utiliser même des pré-embryons, on a découvert, ce sont les travaux de Yamanaka, un chercheur japonais, il y a à peine une dizaine d'années, je crois, ou même moins, qu'il était possible de prendre n'importe quelle cellule du corps, par exemple cellule de peau, et par transgénèse, en transférant à l'intérieur de la dite cellule des gènes, des proto-oncogènes comme les gènes MYC, etc., 4 de ces gènes particuliers n'ont pas été choisis au hasard, cette cellule devenait totipotente comme l'est une cellule souche normale. Donc on peut aujourd'hui fabriquer des cellules souches par ce biais et de ce même coup étudier tout le lignage embryologique des tissus correspondants. Donc c'est très important. Également dans ce domaine, découverte des gènes de développement, ça a été réalisé dans la fin du XIXe siècle avec la découverte de gènes homéotiques. Je pense que vous savez tous ce que c'est, mais les gènes homéotiques, c'est un monsieur qui s'appelait Bateson, B-A-T-S-O-N. Il a observé ça chez les mouches. Il a observé des mouches monstrueuses, chez lesquelles les pattes étaient remplacées par des ailes, etc., etc. Et le nombre de segments de l'abdomen était réduit, enfin des choses absolument étonnantes. Il a tout de suite pensé qu'il s'agissait de mutations produisant en quelque sorte des formes monstrueuses. Et il a étudié ces mutations, il a vu qu'il existait en effet dans le génome de la mouche brosophile des gènes qui pouvaient subir des mutations et qui sont plus ou moins contigus et qui sont coordonnés dans leur fonctionnement et qui déterminent le plan d'organisation de l'ensemble du corps, c'est-à-dire la tête, le thorax, l'abdomen, les pattes et les ailes. Et s'il y a une mutation, il peut y avoir un changement dans cet ordonnancement, d'où les mutations en question. C'était les premiers gènes de développement. On en a découvert depuis un très grand nombre, et l'étude de ces gènes de développement, évidemment, est très importante parce qu'elle nous renseigne aujourd'hui sur la séquence des événements qui jalonnent la conversion d'une cellule primitive en un tissu différencié. Bon, ce sera, je crois, la dernière diapositive. Ici, c'est que bon, ceci a été étudié. Bon, j'ai choisi cet exemple un peu égoïstement parce qu'il a été étudié dans mon laboratoire, surtout par Margaret Buckingham, qui a obtenu d'ailleurs les médailles d'or du CNRS, et également par Shahidin Tajbak. En fait, le muscle de squelette, le muscle contractile, provient d'une cellule unique, qui est une cellule à l'état quiescent, qui provient en réalité d'un tissu qu'on appelle normalement le mésoderme. Et cette cellule est quiescente, mais sous certaines influences, elle peut être activée, commence à se diviser, mais au niveau normal de l'embryogenèse, il peut se produire plusieurs, disons, bifurcations. Elle peut soit donner in fine du muscle, soit donner des cellules de peau, soit même éventuellement donner du cartilage ou de l'os. Et là, il s'agit évidemment du lignage,
c'est-à-dire de la lignée qui conduit aux muscles. Il est évident que pour orienter convenablement vers tel ou tel lignage, il faut un contrôle génétique. Et c'est là où interviennent justement ces gènes de développement. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle une détermination, c'est-à-dire qu'une empreinte par certains gènes, comme PAX7 et d'autres, qui vont imprimer à ces cellules le destin myogénique, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus revenir en arrière. Elles n'ont pas d'autre choix que de donner du muscle. Ces cellules deviennent des myoblastes, c'est-à-dire des cellules précurseurs de muscles. Elles s'alignent, elles se fusionnent, forment un myotube avec plusieurs noyaux, lequel s'accroît avec l'épaississement, la formation de l'appareil contractile, modification de la membrane, apparition des récepteurs, etc. Donc un muscle contractile normal. Chacune de ces étapes, pardon, je vais le tenir, merci beaucoup. Chacune de ces étapes, évidemment, est jalonnée et en tout cas gouvernée, si j'ose dire, par des gènes de développement dont certains ont été d'ailleurs caractérisés justement dans notre laboratoire, d'autres à l'extérieur, par exemple aux États-Unis, myogénie chez un chercheur de mon labo qui a montré que c'est un gène qui intervient dans la fusion des myoblastes en myotubes, etc., etc. Quant aux gènes qui codent pour les protéines contractiles, ils sont activés tout à fait à la fin du processus. Donc ça vous montre que les gènes de développement sont très importants parce que leur étude permet soit de comprendre la chronologie de différenciation, soit d'intervenir éventuellement sur cette chronologie. Bon, en fait, j'en ai pratiquement terminé. On a vu que la biologie, évidemment, est une science qui a beaucoup évolué. Elle a fait des emprunts à différentes disciplines, la chimie, la physique, et que surtout, comme je le disais tout à l'heure, il y a une nécessité grandissante, j'en ai pas parlé beaucoup, d'approches dites systémiques, parce qu'on est submergé par les données dues au déchiffrage des nouveaux codes, l'épigénèse, la génomique elle-même avec tous les produits, et aussi les codes du système nerveux. De grandes applications ont été issues de cette génomique et même de l'approche génomique. On peut prédire aujourd'hui, d'une part, on peut étudier avec beaucoup plus de précision la biodiversité grâce à la métagénomique. On peut diagnostiquer un très grand nombre de maladies. La question qui va se poser, est-ce qu'il faut tout prévoir, tout diagnostiquer, ce qui est le problème que Malraux avait appelé l'état de l'antidestin. Est-ce que l'homme doit justement s'acheminer vers cette forme de prévisibilité totale? On pourra traiter de mieux en mieux, mais est-ce qu'on va aller jusqu'à modifier l'espèce humaine elle-même? Ce n'est pas tout à fait, disons, inimaginable, mais est-ce qu'il faut faire ce genre de choses? On a commencé à transformer, à domestiquer, si j'ose dire, par transgénèse ou par chimie, par biologie synthétique, les génomes de toute une série d'éléments importants pour l'agriculture, l'énergétique ou la médecine, mais est-ce qu'il faut aller encore beaucoup plus loin? Donc tout ceci, bien sûr, soulève des problèmes de bioéthique qui est née surtout après la dernière guerre mondiale, et à la fois des problèmes qui ont été, que vous connaissez, c'est-à-dire les risques d'eugénisme, qui sont d'autant plus grands qu'on a maintenant la possibilité d'établir des cartes génomiques assez fidèles, nécessité de la confidentialité, surtout si nous nous baladons avec ces cartes dans notre poche. Bon, troisièmement, et ce ne sont pas les seuls facteurs bien sûr, les facteurs sociétaux qui sont à mes yeux les plus importants, qui bénéficiera justement de tous ces progrès, donc médecine à deux vitesses. J'espère vous avoir convaincu que la biologie est une science évidemment tout à fait foisonnante, mais également tout à fait passionnante. Merci.
Bon, je pense que si, malgré le temps, vous avez une ou deux questions ou plus, je suis prêt à y répondre. Depuis quand avez-vous commencé à vous intéresser à la biologie? En tout cas, pas depuis le berceau, mais mon Dieu, depuis comment dirais-je, les cours de ce qu'on appelait autrefois, quand j'étais encore gamin, les sciences naturelles. À ce sujet, d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose, c'est que cette biologie dont je viens de parler est une biologie assez compliquée, puisqu'elle fait appel même aux ordinateurs, à les modèles. Mais ce qu'on peut regretter un peu, et ce qu'on est en train d'observer, c'est que ce qu'on appelait le naturalisme, l'étude des êtres vivants dans leur nature normale, dans leur environnement, est en train de s'estomper de plus en plus, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment regretter. Il y a un effort nouveau à faire pour retourner vers non seulement la théorie des ensembles, mais essayer de replacer aussi les êtres vivants dans leur environnement normal. D'ailleurs, très intéressant, c'est que quand on regarde un film à la télévision et que l'on parle justement d'un paysage ou d'un explorateur, on dit un tel ou une telle est biologiste. Et pour les gens justement de la télévision, un biologiste, c'est quelqu'un qui est un naturaliste. Et pour beaucoup, le biologiste irait demeurer quelqu'un comme ça. Donc on ne sait pas que, évidemment, lorsqu'on va vers l'infiniment petit, on continue à faire une certaine biologie. Mais est-ce que Lamarck, qui a inventé le terme en 1802, aurait pu penser qu'on irait aussi loin dans l'approfondissement du monde microbien? J'ai l'impression que vous nous délivrez un message où il y a peut-être une fin qui serait une connaissance un petit peu absolue. Moi, je voudrais vous délivrer un sentiment parallèle à côté de cela. C'est que depuis que j'exerce la médecine et que je fais un petit peu de recherche, j'ai l'impression qu'on est toujours à la recherche finalement du même rapport de connaissance. Lorsque j'ai commencé à traiter les polyarthrites rhumatoïdes il y a une trentaine d'années, les malades demandaient de calmer la douleur. Alors, on a travaillé sur les antalgiques, à calmer l'inflammation. On a travaillé sur les anti-inflammatoires. Et puis, ensuite, on s'est un petit peu amélioré. Les malades ont demandé à ne plus souffrir de trop d'articulations, puis à n'en avoir plus une seule. Et on a fait beaucoup de progrès en même temps que la biologie, puisqu'on en est arrivé à l'ère de traitement ciblé, presque à l'ère, en effet, de la médecine prédictive, aussi dans le domaine des maladies inflammatoires. Et aujourd'hui, ils demandent encore davantage à être guéris complètement, puis à voir disparaître la maladie. On voit bien que demain, ils demanderont, et la société demandera, à ce qu'il ne l'est pas. En quelque sorte, j'ai l'impression que le différentiel entre ce qu'on connaît et ce qu'il reste à savoir reste le même. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'en biologie, avec l'expérience que vous avez, on est sur ce même différentiel? Évidemment, c'est une question assez pertinente. Mais je n'ai pas parlé, par exemple, des neurosciences. Et vous savez à quel point le code du système nerveux, en particulier les phénomènes générateurs de la conscience, qui est en quelque sorte une phénoménologie qui se situe à de différents niveaux, puisque certains vont jusqu'à percevoir l'existence de 3 niveaux de conscience, type 1, type 2, type 3, selon les expériences de décorporation, selon l'utilisation de la logique, ou selon, au contraire, des processus imaginatifs. Eh bien, essayer de corréler la pensée humaine avec le fonctionnement neuronal, déjà, vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, je sais que il y a des travaux, bien entendu, qui sont investis dans ce domaine, notamment ceux de mon confrère Jean-Pierre Changeux, même en relation récente avec le sentiment de la musique, comment les neurones réagissent, quelles sont les sphères du cerveau. Il y a aussi actuellement, c'est intéressant de le souligner, 2 énormes programmes autour de la connaissance du cerveau,
Je crois l'un s'appelle Human Brain Research, c'est un programme qui a été lancé aux États-Unis. L'autre a été lancé par l'Union européenne. Ce sont des programmes à peu près équivalents. Et la question qui se pose désormais est presque une question sociologique, pour répondre à votre questionnement. C'est est-ce qu'il faut investir des sommes énormes comme celles qui vont l'être pour, disons, comment dirais-je, conduire l'ensemble des recherches dans un domaine donné au niveau d'un programme mammouth qui fait que tous ceux qui pourraient se trouver à la périphérie du programme par des recherches un peu liminaires ne pourraient pas y avoir accès. C'est une des questions, la mise, disons, en règle des démarches scientifiques aujourd'hui, qui évidemment peut se justifier compte tenu de la modernité, de la nécessité des applications, est tout de même quelque chose qui est assez dangereux et qui fait que si on ne donne pas la possibilité à des chercheurs qui peuvent se trouver tout à fait à la périphérie de la connaissance actuelle de continuer leurs travaux, on ne va certainement pas faire de gros progrès. Donc c'est un petit peu ça mon léger pessimisme, si je puis dire. Mais il n'entrave pas pour autant le fait que je continue à avoir une confiance énorme dans la biologie elle-même. Bien, écoutez, monsieur le professeur, je voulais vous remercier infiniment de toute la somme de connaissances que vous avez pu nous donner. Je sais bien que c'était très compliqué pour les lycéens, mais tout a été filmé et tout sera disponible sur le site de l'université. Donc, s'il y a des étapes du raisonnement que certains d'entre vous ont manqué, vous pourrez vous y accrocher et y retourner. En tous les cas, moi, je voulais vraiment... c'est un message extraordinaire que vous nous avez donné, parce que en une heure ou deux, vous nous avez montré comment on est passé de l'ignorance complète du milieu du 19e siècle à aujourd'hui, où on est submergé par les connaissances. Et finalement, on est presque aussi démunis devant l'empilement de toutes ces connaissances que l'on était quand on n'en avait aucune. En tous les cas, je voulais vraiment, au nom de l'université et de l'ensemble des universités, vous remercier infiniment.